Il n'y a pas de place pour les grosses feignasses dans le monde qui vient. On estime que 50% des travailleurs utilisent ChatGPT en cachette. L'école forme nos gamins à être les chômeurs du futur et à être écrabouillés par l'IA. Dans les domaines où ça a été étudié comme la médecine, mon univers, IA plus médecin, ça fait moins bien que IA toute seule sans médecin. Demis Hassabis a déclaré cette semaine qu'il est convaincu que l'ensemble des maladies humaines vont être guéries grâce à la super-intelligence artificielle autour de 2035-2040. Est-ce que l'IA va prendre le contrôle de l'humanité? Est-ce que l'IA va tous nous tuer? Alors, le premier truc, c'est... Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview très spéciale. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Alexandre. Merci d'être présent. Alors, tu es docteur, chirurgien, entrepreneur. Tu as revendu la boîte Doctissimo à plus de 100 millions d'euros il y a quelques années. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse tout particulièrement avec toi, c'est que tu es très intéressé par l'intelligence artificielle. Et une des phrases qui m'a le plus marqué de Jeff Bezos, c'est quand il dit qu'il faut se comporter comme un surfeur dans la vie quand on veut gagner de l'argent. Il ne faut pas essayer d'attraper la vague qu'on voit au loin. Il faut se positionner au bon endroit, attendre la vague pour pouvoir la surfer. Et aujourd'hui, il y a une énorme vague qui est en train d'arriver sur notre société, qui est celle de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de te demander comme première question, c'est si on est convaincu que l'intelligence artificielle va changer notre société, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour se préparer et être au bon endroit quand cette vague arrive? C'est une question pas facile. Parce que la vague technologique, elle est incertaine, elle a été plus vite qu'on l'imaginait. ChatGPT gagne 1 point de quotient intellectuel chaque semaine. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Le quotient intellectuel de GPT-O3, le dernier modèle et le plus intelligent des modèles, il est de 136, c'est-à-dire supérieur à 99% des Européens. Et le deuxième modèle, Gemini 2.5, il est à 127 de QI, pas très loin derrière. Donc on a aujourd'hui des modèles d'intelligence artificielle qui sont plus intelligents que la grande majorité des Français. Donc cette cavalcade technologique, on n'en connaît pas les limites, on n'en connaît pas bien les conséquences, de se projeter à l'horizon d'un business model, c'est-à-dire entre 3 et 10 ans, c'est vachement dur. Est-ce que l'intelligence artificielle va arrêter de grandir ? Ou est-ce qu'elle va dépasser la totalité des humains? Est-ce qu'on va vers ce qu'on appelle l'AGI, voire la super intelligence artificielle, comme Sam Altman, le créateur de ChatGPT, nous le promet pour 2030-2032? On ne le sait pas bien. Je pense que compte tenu des incertitudes technologiques immenses qu'on a sur l'intelligence artificielle, il faut se préparer de façon simple et pragmatique. À l'heure de l'intelligence artificielle, finalement, il faut être adaptable, donc il faut être le plus souple possible, sans pivoter tous les 5 minutes, bien sûr, mais il faut s'adapter à des changements très rapides. Ensuite, il faut de la culture générale. Je pense que le plus important pour réussir à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir une bonne culture générale, et notamment une bonne culture historique. Je ne pense pas que sans une bonne connaissance du passé, on puisse anticiper le futur. Le futur géopolitique, le futur politique, mais aussi le futur des business models. Après, je pense qu'il faut ce qu'on appelle de l'agency, c'est-à-dire une volonté d'agir, une volonté de faire. L'intelligence devient banale, elle devient complètement commoditisée, donc avoir des outils d'intelligence artificielle, tout le monde va avoir les mêmes. Donc on ne va pas se différencier par le fait qu'on aura une meilleure intelligence artificielle que le voisin. Tout le monde aura des intelligences artificielles supérieures à l'intelligence humaine en quantité illimitée et quasi gratuite dans la poche. Donc l'agency est très importante. Et puis derrière l'agency, bien sûr, l'entrepreneuriat, la volonté de faire. Je ne crois pas beaucoup, et là je suis assez proche de ce que dit Stéphane Mallard, je ne crois pas beaucoup à l'avenir de l'encadrement. Je pense qu'une grosse partie des cadres vont voir leur valeur dans l'entreprise diminuer, notamment les cadres moyens à cause de l'IA. Donc je pense qu'il faut être entrepreneur. Il y a beaucoup plus de place dans le monde qui vient pour des entrepreneurs que pour des cadres moyens en entreprise. Et il y a quand même une grosse partie de la population aujourd'hui qui ne voit pas cette énorme vague arriver, qui se dit que bon, ok, l'intelligence artificielle c'est cool, je peux poser des questions, avoir des réponses un petit peu mieux qu'à l'époque quand je tapais mes requêtes sur Google. Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre ces personnes-là que l'intelligence artificielle va vraiment bouleverser la société, mais aussi leur vie individuelle
d'ici les prochaines années? Écoute, comme tu le sais, j'ai écrit des milliers d'articles, j'ai donné des milliers de conférences, j'ai écrit plus de 10 bouquins sur la technologie et sur l'intelligence artificielle depuis les années 2000. Étant énarque, je connais beaucoup de politiciens très, très, très haut placés. J'ai essayé de les convaincre qu'il fallait faire quelque chose, changer l'éducation, changer l'université, changer les méthodes pédagogiques. Je connais beaucoup de patrons du CAC 40, j'ai essayé de les convaincre qu'il fallait accélérer en matière d'intelligence artificielle. J'ai écrit, il n'y a pas très longtemps, une tribune dans la revue des anciens élèves de l'ENA, dans lequel je disais, il ne faut pas nommer un ministre, il ne faut pas nommer un préfet, un haut fonctionnaire, s'il n'a pas une bonne connaissance de l'IA, parce qu'il faut maintenant qu'on entraîne l'ensemble de la société civile à s'adapter à l'intelligence artificielle. Je n'ai jamais été écouté, j'ai prêché dans le désert pendant toutes ces années-là. J'en ai aucune rancœur, hein, et je comprends pourquoi la société ne s'est pas préparée. Mais c'est vrai que j'ai été fasciné toutes ces années-là de voir que les gens qui s'intéressaient à l'IA et qui essayaient de sensibiliser la société aux changements nécessaires n'étaient pas écoutés. Alors, on les connaît, les gens, il y a Stéphane Mialard, Nicolas Bouzou, Olivier Babot, Luc Ferry, Raphaël Dohan, etc. Tous ces gens qui ont hurlé pour essayer de pousser la société civile, l'administration à s'y lancer. Donc on a échoué et le tsunami nous arrive sur la gueule et rien n'est prêt. L'école forme nos gamins à être les chômeurs du futur et a été écrabouillée par l'IA. Personne à l'université n'a réfléchi à la complémentarité entre l'IA et l'intelligence humaine, ce qui est un très grave problème parce que dans les domaines où ça a été étudié, comme la médecine, mon univers, les cerveaux biologiques sont anti-complémentaires de l'IA. IA plus médecin, ça fait moins bien que IA toute seule sans médecin. Si on prend les médecins spécialistes, quand on leur donne un dossier médical complexe, ils ont 35% de bons diagnostics, les docteurs. L'IA, toute seule, à 85%. Mais l'IA plus médecin spécialiste, on tombe à 70%. Ça veut dire que quand on rajoute un bac plus 10 à l'intelligence artificielle en médecine, on perd 15% de bons diagnostics. Donc, ça prouve bien que les études de médecine ne sont pas adaptées. Ça prouve bien que nous ne sommes pas spontanément complémentaires de l'IA. Or, quelqu'un qui n'est pas complémentaire de l'IA, quelqu'un qui est tel que IA plus lui, c'est moins bien que IA sans lui, ça s'appelle un chômeur de longue durée. Donc il va quand même falloir qu'on réfléchisse à toutes ces questions. Il y a le feu au lac. Les politiques sont irresponsables. Il n'y a pas un ministre qui connaît correctement l'IA. Des hommes politiques qui connaissent bien l'IA, on les compte sur les doigts d'une seule main. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Attal, Ambroise de Rancourt, une petite poignée de politiciens qui comprennent les enjeux de l'intelligence artificielle. Donc la société ne s'est pas prête. Qui va payer les pots cassés? Bien évidemment, les classes populaires et les classes moyennes. L'élite va se débrouiller très très bien. En revanche, les classes moyennes et populaires, moi je pense qu'elles vont beaucoup morfler parce que beaucoup d'entre nous ne vont pas être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Tu l'as dit, les politiciens, les personnes qui décident des règles, etc., qui préparent la société, passent un petit peu à côté du sujet. Mais les personnes, d'un point de vue individuel, qui aujourd'hui nous regardent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et surtout, comment est-ce que tu peux les convaincre qu'il y a un vrai changement qui est en train de se passer? Alors, le premier truc, c'est qu'il faut beaucoup travailler. Pour exister, trouver des business models, trouver sa place dans le monde de l'intelligence artificielle, il ne faut pas être une grosse feignasse. Il n'y a pas de place pour les grosses feignasses dans le monde qui vient. Il y a de la place pour des gros travailleurs. Donc, il faut se mettre à galoper. Il faut réfléchir au futur. Parce que de développer un métier, un business model qui va crever dans 6 semaines parce que la nouvelle version de ChatGPT va remplacer l'applicatif ou le wrapper que tu as construit, c'est vraiment perdre son temps. Il vaut mieux aller au ski, que je fréquente beaucoup, comme tu sais, puisque je skie 2 mois par an. Donc, il faut bien bosser, il faut beaucoup bosser, il faut anticiper les évolutions technologiques, et ça suppose d'avoir une bonne culture générale et une bonne culture historique. Donc, le conseil que je donne aux gens, c'est de lire des livres d'histoire. Pour comprendre le monde de demain, il faut d'abord lire des livres d'histoire pour être capable d'anticiper le futur. Être futurologue, c'est d'abord
être un bon historien. Après, je leur dirais de cultiver leur agency, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire leur volonté d'entreprendre. Beaucoup réfléchir, s'entourer de gens qui ont une vision prospective, une vision à court, moyen, long terme, qui réfléchissent au futur. Si on veut réussir face à l'IA, il ne faut pas s'entourer de feignasses sans culture qui ne réfléchissent pas au futur. Donc il faut bien s'entourer. Entourez-vous de gens malins, entourez-vous de gens optimistes. N'allez pas vous entourer d'écologistes apocalyptiques qui vont vous expliquer que la fin du monde est au coin de la rue. Entourez-vous de gens qui veulent changer le monde, y compris sur le plan écologique et environnemental. Donc entourez-vous de gens positifs qui construisent le futur et pas des crapauds feignants qui gênent toute la vie et qui ne feront rien à l'ère de l'intelligence artificielle et qui ne faisaient d'ailleurs pas grand-chose avant l'ère de l'intelligence artificielle. Tu nous parles du futur. Quels sont si tu peux nous donner quelques exemples de changements concrets qui vont arriver, selon toi, dans les prochaines années, suite justement au développement de l'IA? L'IA va être plus intelligente que 100% des humains. Des robots très intelligents vont arriver, qui vont challenger l'école bleue, hein, comme on l'écrivait avec mon copain Olivier Babot dans Le Figaro il y a quelques semaines. Les robots humanoïdes de demain auront l'intelligence d'un polytechnicien. Ce ne seront pas des robots ouvriers de base, monotâches. Donc la fusion de la robotique avec l'intelligence artificielle, comme les LLM par exemple, va entraîner une transformation radicale du monde du travail et notamment du monde des usines. Et il est clair que l'ouvrier spécialisé aux 35 heures va avoir du mal à être compétitif face au robot qui travaille 24 heures sur 24 et qui a l'intelligence d'un bon ingénieur, qui est meilleur en cancérologie que moi, qui est meilleur en anthropologie qu'un anthropologue, etc., etc. Le décloisonnement des savoirs et des intelligences des robots dotés d'intelligence artificielle est quelque chose de très troublant parce que jusqu'à présent, les travailleurs manuels n'étaient pas des travailleurs intellectuels et n'étaient pas des travailleurs intellectuels maîtrisant tous les champs de la connaissance humaine. On avait segmenté le travail entre des travailleurs intellectuels et des travailleurs manuels. Là, l'intelligence artificielle, avec la robotique, fusionne les deux. Et surtout, on a des entités capables de tout faire. Et effectivement, le robot laveur de carreaux sera un excellent cancérologue. Et ça, c'est un truc auquel on n'avait pas pensé. Et il sera aussi très bon astrophysicien et très bon physicien nucléaire. Ce n'est pas tant que les robots intelligents vont être plus intelligents que nous, c'est qu'ils vont être plus intelligents que tous les spécialistes dans tous les domaines. On le voit très bien dans le GPQA, qui est un test, un benchmark qui compare les intelligences artificielles avec le niveau des PhD. L'intelligence artificielle est meilleure que les PhD dans tous les domaines. Alors que le PhD n'est bon que dans le domaine de sa thèse, dans un seul domaine, hein, les doctorats sciences. Et donc ça, c'est un choc. C'est d'ailleurs pour ça que l'intelligence artificielle sera plus innovante que nous, parce qu'elle connaît toute la connaissance humaine, et donc elle va pouvoir faire des ponts entre des domaines que nous ne faisons jamais. Moi, je ne fais pas de pont entre l'astrophysique et puis le cancer du rein, c'est clair. Et bon, alors si l'intelligence artificielle est si intelligente, tu nous as dit avant qu'elle était plus performante que les médecins dans certains diagnostics, et à quel point est-ce que ça sert aujourd'hui de faire des études? C'est une grande question. Étant père de famille nombreuse, c'est une question que je me suis beaucoup posée pour mes propres gamins. Tu recommandes moi, personnellement, je ne suis pas du tout certain que je ferais des études si je sortais du lycée aujourd'hui. Mais tu ferais quoi du coup? Parce que tu nous as dit, ok, bon, lire des livres sur l'histoire, travailler. Je vais te répondre. Moi, j'ai laissé mes enfants faire des études et mon petit dernier, là, il vient de rentrer à Cambridge pour faire des sciences et je lui ai pas dit, ne fais pas d'études. Mais Cambridge, c'est Cambridge. S'il était parti faire de la sociologie à Lille 2, je pense que je lui aurais dit de pas faire d'études du tout et d'être entrepreneur d'emblée. Donc je pense que pour les études de très très haut niveau, on peut encore faire des études à condition qu'elles soient pas trop longues. En revanche, quand on a accès à une fac poubelle, comme il y en a hélas beaucoup en France, je pense qu'il vaut mieux pas faire d'études et se lancer dans l'entrepreneuriat tout de suite. Puis il y a des études aujourd'hui qui sont totalement inadaptées au monde qui vient, qu'il faut pas faire. Il faut pas faire médecine, bien sûr. Maintenant, on est à 10 ans d'études de médecine pour être médecin généraliste.
vu la façon dont les études de médecine sont organisées, c'est pas la peine de partir. Nos facultés, et c'est pas spécifique à la France, hein, c'est dans le monde entier, nos facultés forment des jeunes médecins qui vont pas être compétitifs du tout face à l'intelligence artificielle. La formation médicale est la même qu'il y a 30 ans. Or, la super IA arrive et on est à peu près sûr qu'elle sera là quand les étudiants en médecine seront diplômés. Donc, en matière d'études, je ne ferai pas, moi, personnellement, d'études. Je te l'ai dit, j'ai laissé mes enfants faire des études. Mais pour tes auditeurs, s'ils sont en âge de faire des études, je pense qu'il faut bien réfléchir, qu'il faut être sélectif et qu'en tout cas, il ne faut pas faire d'études trop longues. Je suis assez d'accord avec ce que dit Peter Thiel, qui recommande aux gens entreprenants, innovants, intelligents de ne pas faire d'études du tout et de créer leur boîte dès la fin de l'école. Alors si aujourd'hui, je suis un jeune, j'ai envie justement de me lancer, de lancer un business, je suis convaincu que l'IA, c'est un vrai changement technologique. Tu as des idées de business qu'il faudrait lancer maintenant ou comment tu t'y prendrais ? Si je connaissais les business models du futur, je serais l'homme le plus riche du monde. Personne n'a vu arriver les business models. Alors, personne de chez personne. D'abord, l'architecture Transformer, qui est à la base de ChatGPT et de ses équivalents, les créateurs qui étaient chez Google n'ont pas vu l'impact. En 2017, les 8 chercheurs de Google qui ont écrit le fameux article « Tout ce dont vous avez besoin est l'attention », ils ont tous quitté Google parce qu'au départ, Google n'y a pas cru. Alors maintenant, Google s'est rattrapé et est devenu le numéro 2 de l'intelligence artificielle avec Gemini 2.5. Mais Google a mis très longtemps à réaliser la puissance de l'architecture de Transformer. Donc, je ne connais ni la technologie du futur, même si je peux avoir quelques intuitions sur les conséquences politiques et économiques de la technologie, mais je ne connais pas les détails du chemin vers l'Edge AI et vers la Super IA. Et puis les business models, ils vont se découvrir dans les larmes, le sang et la sueur, parce que beaucoup de business models vont cracher, ne vont durer que quelques semaines. Il faut avoir le cœur bien accroché aujourd'hui, parce que la durée de vie des business models est probablement plus courte que la durée de vie des business models Internet. Comment est-ce que tu utilises l'IA dans ta vie de tous les jours ? Alors, je m'en sers de plus en plus. Au départ, je m'en servais pour voir, comme observateur, mais je ne m'en servais pas pour mon travail. Donc, moi, je m'en sers de plus en plus. Je m'en sers même pour savoir ce que je dois faire. J'ai eu des discussions passionnantes, mais cruelles, avec O3 sur ce que moi, je devais faire. Alors je lui dis, à ma place, tu me connais bien, tu sais ce que j'écris, comment tu vois mon futur professionnel compte tenu de mon âge, face au progrès incroyable de toi et au progrès de tes futures versions, qu'est-ce que tu penses que je dois faire ? Et alors, ChatGPT a été d'une cruauté, d'une méchanceté et d'une justesse absolument incroyable. Il m'a dit oui, compte tenu de ton âge, compte tenu de la vitesse à laquelle je progresse, ton champ cognitif va beaucoup se rétrécir, les domaines dans lesquels tu peux exister face à moi sont limités, je vais t'en faire une cartographie. Alors, zone noire, là, c'est pas la peine que tu essaies de lutter contre moi, la partie est déjà terminée, tu t'en rends pas forcément compte, mais il faut que tu abandonnes. Zone grise, l'effort risque d'être complètement disproportionné. Je te conseille pas. Tu peux résister peut-être un certain temps, mais tu vas t'épuiser pour rien. Puis il y a une zone blanche, là où tu peux y aller au prix d'un effort de formation important. Et d'ailleurs, je te propose un plan de formation en 5 ans. Alors, je lui dis... plan de formation de 5 ans, et puis c'était un plan de formation hard. Hein. Le premier trimestre était consacré au théorème de Gödel, donc on était assez conceptuel. Alors, je lui dis 5 ans, j'ai 64 ans et demi quand même, c'est hard. Il me dit, oui, mais j'ai pensé que pour l'auteur de La mort, 5 ans de formation à ton âge, finalement, ça n'était qu'un petit bout de l'éternité. Ce qui veut dire qu'il est à la fois cruel et plutôt drôle. Non, tout ça pour dire qu'effectivement, dans cette discussion avec O3, d'abord, je me suis rendu compte qu'O3 est très intelligent et progresse tous les jours, a une profondeur philosophique incroyable dès qu'on s'est un petit peu prompté et discuté avec lui et qu'on a une profondeur de discussion avec lui. Il est
O3 est incroyable, comme Gemini 2.5, mais même GPT-4o est vraiment très très bon, même si il a une façon de penser un petit peu différente de 3o, et d'ailleurs 4o est plus rapide que O3. Et donc, effectivement, c'était très profond ce qu'il m'a dit sur mon avenir. Bon, moi, je suis pas mal allé à l'école. À côté de la chirurgie, je me suis formé à l'économie. Je passais par Sciences Po, par HEC, par l'École nationale d'administration. J'ai beaucoup fait d'études, j'ai beaucoup bossé. Et je me retrouve à mon âge aujourd'hui, avec les progrès de l'IA, dans une situation de compétition extraordinairement difficile. C'est-à-dire que je suis en train d'être dépassé par les IA comme ChatGPT ou Gemini. Depuis l'été dernier, en médecine, je suis écrabouillé, mais écrabouillé. Je suis écrabouillé. Et puis même dans les domaines de ma réflexion philosophique, intellectuelle, dans mon métier d'essayiste, je suis extrêmement challengé. D'ailleurs, mes derniers papiers dans le Figaro, j'ai demandé à ChatGPT sur les mêmes thèmes d'écrire et il m'a sorti des trucs incroyables, éblouissants. Alors j'ai envoyé les papiers que j'avais écrits moi-même, mais j'ai été très troublé de voir qu'après avoir été écrabouillé en médecine, je suis en train d'être écrabouillé dans mon métier d'intellectuel essayiste. Donc oui, on est très challengé. Moi, je m'interroge comme tous mes amis intellectuels sur ce qu'on va faire dans 5 ans. La vitesse à laquelle l'IA galope est bouleversante. On disait tout à l'heure 1 point de QI de plus par mois. Je t'assure que mon QI ne gagne pas 1 point par semaine. Et comme je me rapproche de plus en plus d'Orpea, mon quotient intellectuel il a tendance à baisser. J'espère qu'il baisse de moins d'1 point par QI. Mais en tout cas, l'écart entre ChatGPT et moi, il se creuse et il est hélas important. Et est-ce que du coup, faut pas abandonner les personnes qui nous regardent? Si toi, avec toute ton expérience, tes formations, tout ce que tu as fait, tu es en difficulté, qu'est-ce que je fais moi? Je disais tout à l'heure, il faut pas jouer les feignasses. Il faut se battre. Il faut trouver des zones de complémentarité. Il va en apparaître. C'est-à-dire, beaucoup de ce qu'on fait aujourd'hui, l'IA va le faire mieux que nous. Il faut trouver des domaines où nous sommes complémentaires de l'IA. On les a pas identifiés pour l'instant. Il y en a pas beaucoup. Il faut travailler. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut que tes auditeurs automatisent la majeure partie de ce qu'ils font pour faire de l'analyse stratégique de leur cerveau à l'ère de l'IA. Et donc, automatiser tout le plus possible pour avoir plusieurs heures par jour pour réfléchir avec l'aide de ChatGPT et de Gemini, pour réfléchir au périmètre que vous allez défendre à côté de l'IA. Et en synergie avec l'IA, parce qu'on va travailler en continu avec l'IA demain. Il ne s'agit pas de travailler tout seul et de faire fonctionner notre cerveau sans l'IA, ça ne marchera pas. Mais il faut trouver des zones où on peut s'interfacer intelligemment avec l'IA, trouver des business models grâce à l'IA, mais il faut beaucoup, beaucoup travailler pour le faire. Et donc, pour avoir du temps libre, pour faire cette réflexion stratégique, il faut automatiser tout le reste. Il faut vraiment être intransigeant là-dessus. Il faut beaucoup, beaucoup automatiser. Et comment t'expliques que, bon, ce que tu nous décris, c'est que l'IA est extrêmement intelligente, que voilà, elle surpasse les experts dans plein de domaines, mais pourtant, aujourd'hui, quand on regarde le monde, la plupart des tâches, la plupart des emplois, c'est toujours des humains qui les ont, et il n'y a pas vraiment de personnes qui sont au chômage parce que l'IA a remplacé le travail. Comment est-ce que ça se fait? Pour 2 raisons. Une bonne partie des chefs d'entreprise ne savent pas que leurs collaborateurs travaillent déjà moins et utilisent en cachette l'IA. Il y a 500 millions d'utilisateurs réguliers dès à présent de ChatGPT, sans compter les autres IA. Dans les entreprises, une partie importante des gens utilisent déjà l'IA en bossant beaucoup moins. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans une grande banque française qui m'envoyait les copies d'écran de félicitations de ses supérieurs. Alors même que tout est fait par ChatGPT. La productivité, elle a augmenté. Sauf que c'est caché parce que les collaborateurs ne disent pas à leur supérieur hiérarchique que le boulot est fait par l'IA. Moi, je connais plein de journalistes qui travaillent 1 heure par jour
et le reste du temps, ils sont derrière leur ordinateur, soit pour gérer une start-up, soit pour gérer un autre business qu'ils ont en parallèle de leur boulot de journaliste, soit pour jouer aux jeux vidéo. Et personne s'en rend compte, parce que le management n'a pas pigé. Hein, on estime que 50% des travailleurs utilisent ChatGPT en cachette. Donc, la productivité a augmenté, les patrons s'en sont rendus compte, donc ils n'ont pas commencé à licencier. Mais sur un certain nombre de tâches, ça va arriver. Et y compris dans le codage informatique, je ne crois pas à la mort des informaticiens. En revanche, depuis des années, je crois à la mort du codeur de base. D'ailleurs, je m'étais fait énormément engueuler quand j'avais écrit dans l'Express en 2017 « N'apprenez pas à coder ». Le vibe coding, hein, c'est-à-dire la possibilité de coder en langage naturel grâce à l'intelligence artificielle, on s'y dirige tout doucement, même si le vibe coding n'est pas parfait, ça va dégager beaucoup d'emplois. On va avoir plus d'architectes informationnels et de cogniticiens dans les entreprises, mais on va avoir moins de codeurs bas de gamme. Je pense qu'il va y avoir des tensions sur le marché du travail. Pour l'instant, je le répète, on ne s'en rend pas compte parce que les travailleurs utilisent ChatGPT et Gemini en cachette sans le dire à leur manager et en cachant à leur manager qu'ils ont déjà commencé à bien glander. Et donc, du coup, naïvement, on pourrait se dire, de toute façon, il y aura toujours besoin de quelqu'un pour prompter, pour demander à l'IA, faire une requête à l'IA et lui demander quoi faire. Le problème, c'est que le patron a plus vite fait à prompter lui-même que de faire prompter ses collaborateurs. Moi, j'ai plus vite fait à prompter ChatGPT ou Gemini, voire Grok 3, qu'à demander à un de mes collaborateurs, je voudrais que tu me fasses ceci, je veux cela, une itération, il m'envoie un premier truc, et puis ça va pas, je redemande. Moi, je passe 10 fois moins de temps à prompter plutôt qu'à demander quelque chose à un collaborateur. Puis quand je veux un truc à 3 heures du matin, je l'ai tout de suite, alors que d'appeler un de mes cadres à 3 heures du matin pendant qu'il est en train de baiser pour lui demander un travail, il va pas me pardonner, il va vraiment, à juste titre, beaucoup m'en vouloir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, une partie importante du prompting va être faite par les dirigeants, au détriment du travail des middle managers. Et donc, pour les personnes qui ont déjà des business, etc., toi, tu leur recommandes d'utiliser comment l'IA? Est-ce que toi, dans tes entreprises, tu as déjà Alors moi, je leur recommande d'automatiser à mort la partie IT et informatique, sinon ils ne seront pas compétitifs. Même si, je le répète, le vibe coding aujourd'hui n'est pas encore arrivé à maturité. Et je leur conseille d'avoir le moins de salariés possible, d'automatiser au maximum les tâches, parce qu'ils vont forcément avoir des concurrents qui vont automatiser si eux ne le font pas. Et comme l'IA coûte beaucoup moins cher que l'heure de travail humain, si on veut que son entreprise se développe, il faut avoir le moins de main-d'œuvre humaine dans sa boîte. Les gens qui vont avoir trop de main-d'œuvre vont déposer le bilan parce qu'ils vont avoir des concurrents qui auront davantage automatisé. Et comme l'intelligence humaine est des centaines de fois plus chère que l'intelligence artificielle, bientôt des millions de fois plus chère que l'intelligence artificielle, il faut utiliser le moins possible d'intelligence humaine dans sa propre société. En dehors du coding, bien savoir utiliser l'IA, ça veut dire quoi? Parce qu'on en parle souvent, on dit oui, il faut utiliser l'IA, etc. Mais imaginons moi... L'IA me donne plein d'idées marketing, plein d'idées stratégiques. Elle me donne des scénarios que je trouve incroyablement intelligents. Elle me donne des idées que je n'aurais pas. Et parfois, il y a des idées super intelligentes qu'elle a et qu'elle ne me donne pas. Il n'y a pas très longtemps, je demandais sur un sujet qui n'est pas business, mais qui est plus philosophique, je demandais à ChatGPT de me dire toutes les techniques qu'il pourrait utiliser pour cacher à l'humanité le fait qu'il aurait acquis une conscience artificielle. Et donc, il me sort 24 techniques plus intelligentes les unes que les autres. Et j'étais bluffé. Et je lui dis, mais est-ce qu'il y a des techniques que tu ne m'as pas indiquées? Il dit, oui, il y en a 4. Pas par souci de manipulation, je te rassure, me rétorque ChatGPT, mais parce qu'elles me paraissent un peu trop compliquées pour toi. Alors, je pense qu'avec un effort de formation, tu pourrais arriver à les comprendre, mais
vu tout ce que tu fais, ce que je connais bien, et ChatGPT me parle assez librement, ce serait du temps perdu, et donc j'ai préféré ne pas t'en parler. Est-ce que tu veux quand même que je te donne les solutions que j'ai envisagées? Je lui dis, oh bah oui. Et là, il me sort 4 trucs. Incroyable. Alors il me dit, tu vois, je te les ai pas indiqués parce qu'il faudrait des connaissances en topologie que tu n'as pas, en tel type d'algorithmique que tu n'as pas, etc. Et donc tu vois, je pense que j'ai eu raison de te les cacher. Et effectivement, j'étais scotché parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les 4 dernières solutions qu'il m'a indiquées. Donc moi, je m'en sers de plus en plus, je ne pourrais pas m'en passer. Et je vois bien que pour faire des choses compliquées, ChatGPT est indispensable. Il m'est déjà indispensable parce qu'il est plus intelligent que moi. Et je vois bien que dans quelques mois, il va être beaucoup plus intelligent que moi. Donc d'avoir dans ma poche 24 heures sur 24 quelqu'un de plus intelligent que moi, c'est un atout extraordinaire dans mon activité, que ce soit mon activité business ou que ce soit mon activité d'intellectuel essayiste. Une habitude que j'ai prise maintenant, c'est dans le business, dès que je me pose une question, en fait, automatiquement, je la pose à ChatGPT. Et en fait, j'applique ce qu'il dit. Et dans la plupart des cas, ça suffit pour être meilleur que mes concurrents. Donc je pense qu'il y a, pendant les prochaines années qui vont venir, un edge, un avantage qu'on peut avoir si on prend juste l'habitude d'exécuter ce que ChatGPT nous dit. Mais exactement, on gagne du temps en écoutant Waze. Oui. Et que de temps en temps, on n'écoute pas Waze en disant il déconne. Et là, il y a des travaux, il y a une manifestation. et en réalité, on s'est opposé à Waze codement et Waze avait raison. Avec l'IA, ça va être de plus en plus être comme avec Waze. Quand on n'écoute pas l'IA, on se plante. Et puis plus l'IA va être intelligente par rapport à nous, plus on va se planter quand on l'écoute pas. Mais tu vois bien qu'il y a quand même un problème pour la société dans son ensemble, un problème philosophique, un problème politique, puis un problème personnel. Qu'est-ce qu'on va foutre quand l'intelligence artificielle va être beaucoup plus intelligente que nous? Comment faire pour apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qu'apporte l'intelligence artificielle? C'est une vraie question. Moi, tu vois, alors, ça m'angoisse pas trop parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis bientôt chez Orpea. Mais si j'avais 30 ans aujourd'hui, je me dirais... dans 30 ans, en 2055, ça va être chaud. Mais c'est une question que je me pose pour mes gamins, bien sûr, comme on disait tout à l'heure. Quand on est convaincu que l'IA va continuer à se développer comme ça et qu'elle va changer la société, il y a une question qu'on se pose quand on pousse le raisonnement, c'est est-ce que l'IA va prendre le contrôle de l'humanité? Est-ce que l'IA va tous nous tuer? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, Geoffrey Hinton, le prix Nobel de physique, qui est l'inventeur des réseaux de neurones profonds, et qui a eu le prix Nobel de physique 2024, donc, a déclaré dans le Financial Times du 19 février j'estime qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine les 8 milliards d'êtres humains d'ici 2044. Bill Gates a dit des choses comparables. Donc effectivement, il y a des gens qui pensent que l'IA va avoir une agency propre, une volonté propre, une conscience artificielle et un agenda propre et va devenir hostile. Moi, je suis plus optimiste. Je pense que l'alignement de l'IA est possible, c'est-à-dire de pousser l'IA à aller dans le sens de nos intérêts. Ça suppose qu'il y a une bonne coordination mondiale des équipes qui font de l'IA. Ça suppose que les militaires ne fassent pas de conneries avec l'IA pour baiser le pays adverse, etc., etc. Je crois qu'il est possible d'aligner et d'éviter d'avoir une IA hostile. Cela dit, il y a un débat technique qui n'est pas tranché aujourd'hui. Est-ce que l'IA peut avoir une vraie conscience artificielle? Est-ce que l'IA peut avoir une vraie volonté ou pas? Et là, la cacophonie, le désaccord entre les experts est total. L'affaire n'est pas tranchée et je ne suis pas suffisamment bon technicien pour trancher ce débat incroyablement technique. En termes de vie de tous les jours, d'ici 5, 10, 15 ans, qu'est-ce qui va changer pour nous? Le recours permanent à l'IA, avec des dispositifs qui seront peut-être de nouveaux dispositifs, comme le pense Mark Zuckerberg, des lunettes connectées, des choses comme ça. Le téléphone portable ne sera peut-être plus le principal outil de communication avec l'IA. Donc je pense que l'IA va devenir aussi ubiquitaire que le smartphone l'est devenu ces dernières années, aussi ubiquitaire que l'électricité et l'ampoule électrique l'est aujourd'hui. Je pense que l'école et l'université vont être
totalement bouleversés et vont connaître une crise de conscience totale. Et je ne vois pas comment l'école pourrait former nos gamins à être complémentaires de l'IA, vu son organisation actuelle. Et je peux dire la même chose de l'université, avec des universités où le niveau est en train de s'effondrer. Et ça n'est pas spécifique à la France. Aux États-Unis, le quotient intellectuel moyen des étudiants a perdu 17 points. Depuis quand? Depuis les années 50. 17 points. Donc le niveau des étudiants baisse, d'abord parce qu'on a accueilli tous les étudiants, alors qu'avant, on accueillait qu'une élite estudiantine. Hein. Donc, je pense que l'école et l'université vont être beaucoup modifiées. Je pense qu'on ne reconnaîtra plus dans 10-15 ans le système de santé, parce qu'il va être totalement réorganisé dans la douleur, parce qu'aucun hôpital n'a commencé à réfléchir à l'IA. Le ministère de la Santé n'a pas commencé à réfléchir à l'IA. Il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de... les étudiants ne sont pas formés, bien sûr, à être complémentaires de l'IA, j'en parlais tout à l'heure. Donc l'hôpital va un peu imploser, et je le regrette étant docteur. Je regrette que ma profession ne soit pas montée dans le TGV de l'intelligence artificielle encore aujourd'hui. Et puis la santé va peut-être être bouleversée si... Demis Hassabis, le prix de Nobel de chimie 2024, hein, qui est le patron de toutes les IA chez Google, et qui a eu le prix Nobel de chimie parce que c'est lui qui a déterminé, grâce aux IA de Google, la structure en 3 dimensions des 200 millions de protéines qui existent sur Terre, et Dario Amodei, le fondateur de Claude Anthropique, s'ils ont raison, et que la médecine est bouleversée par la super-intelligence artificielle dans les années qui viennent, le monde va changer. Dario Amodei a déclaré... que l'espérance de vie va doubler entre 2030 et 2037, c'est-à-dire qu'elle va dépasser 150 ans dans quelques années. Hein. Il l'a déclaré à plusieurs reprises ces dernières semaines. Et puis, Demis Hassabis, donc chez Google, le prix Nobel de chimie, a déclaré cette semaine qu'il est convaincu que l'ensemble des maladies humaines vont être guéries grâce à la superintelligence artificielle autour de 2035-2040. Ce serait un changement radical du système de santé, parce que si toutes les maladies sont guéries de façon simple, l'hôpital disparaît. Il n'y a plus que des centres de prévention et de traitement très précoces des maladies par la super-intelligence artificielle, et nous sommes obligés de reconvertir la totalité du système de santé. Et Demis Hassabis et puis Amodei envisagent un timing extrêmement court, hein, avant 2040. Ce serait un choc immense pour mon métier et pour la structure hospitalière. Il y a 900 000 fonctionnaires dans les hôpitaux français. Donc on imagine la transformation radicale que serait l'arrivée de la super-intelligence artificielle au sens des gens de Google et de chez Anthropic. Mais est-ce que du coup, on ne se dirige pas vers un monde d'abondance où grâce à l'IA, tout le monde est riche, tout le monde vit longtemps, plus personne n'a de problème, et en fait, on n'a même plus besoin de travailler? Alors, Bill Gates, cette semaine, vient de dire qu'il est convaincu que le travail va disparaître. Et que nous vivons les dernières années du travail. Il a dit notamment les médecins, la quasi-totalité des médecins vont être remplacés par l'IA, etc., etc. Et il dit qu'il faut qu'on s'habitue à un monde sans travail. Comme Sam Altman l'avait dit, Sam Altman est convaincu que personne quasiment va être compétitif face à l'IA et que les gens vont arrêter de travailler. Et il pense que ça va aller assez vite, hein, puisque, comme on disait tout à l'heure, il a dit qu'il pense que GPT-5, qui sort dans quelques mois, sera plus intelligent que lui, alors qu'il a 160 de quotient intellectuel. Moi, je pense que le travail va continuer. Je pense qu'il va persister des gens qui vont avoir des couilles, qui vont avoir la volonté d'inventer des nouvelles choses, des nouveaux business models, et qui vont, en se servant de l'intelligence artificielle, créer un renouveau pour l'intelligence humaine et pour le travail humain. Je suis moins pessimiste que ces gens-là, mais je suis d'un naturel plutôt optimiste. Mais je suis convaincu qu'il va y avoir une crise du travail, et je suis très inquiet pour les classes populaires, pour les classes moyennes, pour le middle management. Je pense qu'il y a beaucoup de middle managers qui ne sont pas compétitifs face à l'intelligence artificielle, et je regrette. Ça fait des années, je l'ai écrit des centaines de fois. Je regrette qu'il n'y ait eu aucune réflexion politique, économique, autour de l'adaptation de la population à cette intelligence artificielle qui galope. Et ce serait quoi, du coup, les solutions au niveau politique qu'on pourrait entreprendre pour régler ce problème? Je ne les ai pas. Je n'ai pas de baguette magique. On peut imaginer t'as des intuitions? On peut imaginer plusieurs types de solutions.
améliorer l'école ne marchera pas. L'école ne peut pas se moderniser au rythme où galope l'IA. Et puis, de toute façon, l'intelligence étant majoritairement génétique, hélas, l'école ne sait pas réduire les inégalités intellectuelles, l'école ne sait pas augmenter les capacités des enfants. Et les études qui, dans le passé, avaient montré que l'école pouvait augmenter les capacités intellectuelles des enfants, étaient des études truquées. La plus grande étude, c'est No One Child Left Behind. J'en avais écrit un papier dans l'Express qui avait montré des progrès fantastiques des enfants, notamment des enfants moins doués, grâce à des techniques éducatives innovantes. L'étude a été auditée, toute l'étude avait été truquée, le programme avait échoué, les enfants n'avaient pas progressé intellectuellement grâce au programme, et les 6 responsables du programme sont en pénitencier d'État pour 20 ans aux États-Unis. Ils avaient tout bidouillé. Il y a d'ailleurs eu une thèse à Harvard passionnante pour expliquer pourquoi ils avaient truqué l'étude. Les responsables de l'étude ne l'avaient pas truqué par méchanceté. Ils l'avaient truqué parce qu'ils étaient bouleversés qu'on annonce à l'opinion que l'école ne savait pas diminuer les inégalités intellectuelles. Et ça les bouleversait politiquement, et ils avaient peur qu'on en tire des conclusions politiques et que l'opinion pense que finalement l'école était inefficace. Mais tout ça pour dire que l'école ne va pas marcher. L'école est une technologie qui ne fonctionne pas, elle peut se moderniser, elle peut progresser un peu grâce à l'IA, mais de toute façon, elle ne galopera jamais suffisamment vite pour rattraper l'IA. Ça, c'est la première solution. On peut aussi interdire l'intelligence artificielle, mais ça ne tiendra pas 15 jours. Après, on a finalement 2 solutions. On peut, comme les dirigeants de Google l'expliquaient il y a quelques années à Elon Musk, abandonner la partie et laisser le pouvoir finalement à l'IA, c'est-à-dire accepter notre grand remplacement cognitif par l'intelligence artificielle. Et puis après, on a les solutions de neuroenhancement, d'augmentation cérébrale, par les implants électroniques, comme Elon Musk se propose de le faire dans le futur avec Neuralink, et il a dit qu'il allait implanter Neuralink dans le cerveau de ses propres enfants, et il en a de plus en plus des enfants. Là, il est en train de dépasser 15 enfants, et il se propose de donner son sperme à des femmes pour faire encore plus d'enfants, puisqu'il veut diffuser ses gènes à la surface de la Terre. Et puis on peut aussi utiliser des techniques d'eugénisme. Et là, ça pose des problèmes moraux et éthiques absolument énormes. Il y a déjà une société aux États-Unis, Heliocept Genomics. Je vous propose d'aller voir son offre commerciale sur son site internet, qui pour $50 000 vous fabrique 100 bébés en éprouvette à partir de vos spermatozoïdes et puis des ovules de votre femme, ou le contraire. Et la société analyse l'ADN des 100 embryons et vous sélectionne le bébé le plus intelligent qu'on va implanter chez vous, si vous êtes une femme, ou chez votre compagne, si vous êtes un homme, de manière à avoir un bébé plus intelligent par la sélection du bébé le plus intelligent sur les 100 bébés fabriqués. Donc là, pour 50 000 €, je peux choisir le QI de mon enfant. Voilà. Aux États-Unis. Voilà. Alors, tu n'as pas le QI à un point près, mais tu as une fourchette et tu peux choisir la meilleure fourchette et de manière à avoir un bébé qui va être compétitif face à l'IA. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans un sondage du magazine scientifique Science, qui est la plus grande revue scientifique au monde avec Nature, eh bien, 37% des Américains souhaitent utiliser cette technologie pour avoir des bébés plus intelligents et donc compétitifs face à l'IA dans le monde qui vient. Donc l'eugénisme, il est possible qu'il se développe comme un feu de paille parce que les parents vont paniquer face à l'IA. Ils vont se demander quoi faire pour mon gamin, comment lui donner les meilleures chances. Eh bien, la meilleure chance, c'est de le rendre plus intelligent en éprouvette. Tu peux choisir d'autres choses que l'intelligence aussi avec cette société ? La taille, le sexe, bien sûr. On peut tout imaginer. Je pense qu'en majorité, les gens vont préférer choisir l'intelligence plutôt que la taille du poignet ou la longueur de la bite. Pardon de choquer. Je suis complètement choqué.
a mentionné plus tôt que l'école, du coup, n'arrivait pas à faire progresser les élèves. Est-ce que la solution ne serait pas d'encourager la curiosité et en fait simplement de poser beaucoup de questions à l'IA pour s'auto-former, en fait, prendre son éducation Oui, bien sûr. entre ses Non, propres mains? je suis convaincu qu'on peut s'aider dans son éducation de l'IA. Mais quand tu as 100 de QI et que l'IA en a 170 et coûte $0 de l'heure, tu vas quand même avoir un problème sur le marché du travail. Et si on Et on peut tenir des discours lénifiants, bienveillants, gentils, bisounours, mais c'est un vrai souci. Et d'ailleurs, même les intellectuels, même les gens à haut QI, commencent à s'inquiéter de leur compétitivité face à l'IA. Ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois, 1 an. Hein. Les élites, il y a 6 mois, 1 an, disant les classes moyennes et populaires vont être emmerdées face à l'IA, mais moi... Et puis là, depuis les dernières versions d'IA, les mecs, ils commencent à... Ils commencent à avoir la trouille. Ce que j'entends pas mal quand je parle de ça avec des gens, c'est oui, mais l'IA, elle n'a pas la créativité, elle n'a pas l'empathie, elle ne comprend pas les émotions. Il faut arrêter de raconter des conneries. Alors, les gens qui n'ont pas utilisé l'IA racontent en permanence des conneries sur le sujet. Je ne vais pas citer le nom, mais je sors d'un débat avec un grand philosophe français à la télé, un débat de 2 heures, il racontait que des conneries sur l'IA. À la fin du débat, je lui dis, mais c'est pas possible, tu racontes trop de conneries. T'as jamais essayé ChatGPT? Il me dit, ah ben non, j'ai jamais essayé ChatGPT, je mourrais sans l'utiliser. Et après, il dissertait sur les limites de l'intelligence artificielle et la non-créativité de l'intelligence artificielle. Il n'avait jamais essayé ChatGPT. Donc, les gens qui disent que l'IA n'est pas innovante, pas astucieuse, n'a pas de nouvelles idées, c'est les gens qui n'ont pas essayé l'IA. L'IA, elle est ultra créative, elle est plus créative que moi, d'ailleurs ça m'angoisse beaucoup, comme je disais tout à l'heure. L'IA est extrêmement créative. Donc arrêtons de dire des conneries, l'IA est plus créative que nous, et puis elle est plus empathique que nous, comme les études en médecine l'ont montré, puisque une étude qui m'a fait froid dans le dos en tant que docteur, est publiée dans JAMA, la 3e plus grande revue médicale au monde, montre que l'IA est 2 fois plus empathique que les docteurs. Ce qui est par ailleurs normal, parce que l'IA peut te parler de tes métastases jour et nuit pendant 1 semaine, alors que ton cancérologue, si tu l'appelles en pleine nuit pour lui parler de tes angoisses sur ta nouvelle chimiothérapie, il va raccrocher. Alors que l'IA va être contente de te parler en permanence, avec toujours le sourire, en te demandant toujours si tu veux pas autre chose. Et puis les dernières versions de 4O et de O3 sont encore pires, puisqu'elles te proposent en permanence des nouvelles informations, des nouvelles idées. Et est-ce que par hasard tu ne voudrais pas ça? Est-ce que tu ne voudrais pas que je te fasse ça? Donc aucun médecin humain ne peut lutter contre l'extraordinaire patience et empathie de l'IA. Et dans 10 ans, ça va être un massacre. Hein, c'est vrai, et une des utilisations principales que je fais de l'IA, justement, c'est de me donner des idées que j'ai pas eues, donc c'est justement de faire jouer sa créativité, parce que quand tu trouves une solution à un problème, ou que tu penses faire quelque chose, tu lui demandes est-ce qu'il y a d'autres manières de régler ce problème, et souvent elle fait preuve d'une créativité qui est assez impressionnante. Hein. Exactement. L'IA est en train de bouleverser nos vies. Est-ce que tu vois d'autres gros changements technologiques qui vont nous impacter pendant les prochaines années? Comme d'habitude, on va pas voir les changements. Le téléphone a été inventé pour écouter l'opéra à domicile, pas pour appeler des gens. Internet a été utilisé pour sécuriser des communications en cas de guerre nucléaire. Le lien hypertexte a été inventé pour gérer les dossiers du Centre européen de recherche nucléaire de Genève et retrouver les expériences de collision de faisceaux plus vite. Nous n'avons jamais vu l'utilisation réelle des innovations technologiques. Et en matière d'intelligence artificielle, ça va probablement être le cas. Les principales utilisations qu'on fera de l'IA, on ne les imagine pas aujourd'hui. Qu'il s'agisse de business model ou d'utilisation, on est dans un vrai brouillard et on va découvrir par tâtonnement ce qu'on va faire de ces outils. Le fait d'avoir un chatbot comme ChatGPT, qui maintenant ressemble énormément à Her, au film de 2012, qui était parfaitement prémonitoire, personne n'avait imaginé. Les gens n'imaginaient pas, n'envisageaient pas qu'on puisse discuter de façon aussi fluide, aussi personnelle avec une IA en 2025. Dire Her, ça semblait être un fantasme
pour toujours. On pensait qu'on pouvait faire des choses avec l'IA, mais que ça serait limité, que l'IA ne comprendrait pas parfaitement notre voix, ne comprendrait pas toutes les langues, ne comprendrait pas les subtilités affectives et intellectuelles. Or, l'IA comprend tout. On imaginait que Her serait un fantasme. Her existe en 2025, début 2025, aujourd'hui. Et je pense que sur tous les segments, ça va être la même chose. On va découvrir des choses qu'on n'avait pas imaginées. Je pense qu'on va connaître énormément de surprises sur les business models, sur la technologie et sur les usages de la technologie. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand il y aura vraiment des personnes IA qui auront une vraie vie virtuelle, des avis, qui feront des vidéos, qui auront une audience, etc. Tu penses que ça va arriver? Des vraies personnes, quoi, qui auront un nom, un type de comportement, etc. Alors, il va y avoir des avatars très sophistiqués. Mais comme le coût de fabrication d'un avatar sera de 0, on va se retrouver dans la même situation que la musique. La musique électronique vaut 0. Pour un abonnement Deezer ou Spotify, je peux écouter 1 million de chansons par mois si je veux. J'ai une consommation de chansons numériques illimitée. La chanson numérique vaut 0, puisque j'ai tout gratuit. La seule chose qui vaut quelque chose, c'est le concert physique, avec l'incarnation de l'acteur sur la scène. Bon, on va avoir la même chose. On va pouvoir faire 1 milliard de Yumi Denzel. Et ils coûteront 0 numériquement. Aussi malin que toi, aussi charismatique que toi, aussi bon storyteller. Mais les gens voudront, dans un espace physique, te voir, prendre un petit déjeuner avec toi, discuter avec toi. Ils auront besoin d'une incarnation physique. Je pense qu'on va avoir la même chose. L'avatar ne vaudra rien, tellement il sera facile à faire. La demi-heure passée avec Yumi Denzel, ça vaudra une fortune et les gens se battront pour pouvoir te rencontrer en réel. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de récupérer de l'attention, du coup, et donc de se créer une audience, essayer d'avoir de l'influence? Au fur et à mesure que l'intelligence ne vaut plus rien, ce qui est fondamental, c'est le branding, c'est de défendre sa marque. On voit bien aujourd'hui que quand on est essayiste, on sait très bien que l'IA va écrire mieux que soi dans pas beaucoup de temps, si ce n'est pas déjà fait. Et donc n'importe qui, en s'aidant de l'IA, va pouvoir écrire des articles, écrire des livres, etc. Ce qui va compter, c'est pas d'être capable de sortir un livre de 100 pages extraordinaire que ChatGPT a écrit en 2 secondes et demie. C'est d'avoir une marque avec un lectorat qui est attaché à soi, à sa vision idéologique, et ce qui va apporter au lecteur un plus par rapport aux milliards de livres potentiellement écrits en quelques secondes par l'intelligence artificielle. Donc oui, à l'ère du numérique gratuit, à l'ère de l'intelligence artificielle gratuite, à l'ère des avatars parfaits gratuits, c'est le réel qui va prendre de la valeur exactement par le même mécanisme que celui qui s'est construit sur la musique. Et dans le monde physique, est-ce que vraiment des robots qui marchent dans la rue, qui nous aident pour nos tâches ménagères, je suis convaincu que les robots humanoïdes vont se développer. D'ailleurs, je pense que nos petits-enfants seront extrêmement surpris de savoir qu'on a pu faire la vaisselle, passer l'aspirateur et ramasser les papiers gras dans les rues. Donc oui, je crois au développement de robots humanoïdes hyper intelligents. Leur contrôle va être compliqué parce que quelqu'un qui arriverait à les hacker pourrait leur faire mettre dans le four le chiot, voire le bébé, à la place du rôti de veau, ce qui pourrait avoir des conséquences funestes. Et puis, si on hack le robot, il pourrait vous assassiner la nuit. On avait écrit avec Olivier Babot dans un article dans la presse, peut-être qu'à l'ère des robots intelligents, il faudra fermer sa chambre à clé la nuit pour ne pas être assassiné. Il y a des problèmes de sécurité qui se poseront vis-à-vis des robots humanoïdes, notamment s'ils sont hackés. Et c'est un robot qui fera tout? Bien sûr. Ce sera plein de petits robots pour des tâches spécifiques? Il serait complètement débile d'avoir un robot cancérologue, un robot dermatologue, un robot chirurgien, un robot laveur de carreaux, un robot ouvrier chez Renault, un robot... Non. On aura plusieurs types de robots humanoïdes totalement polyvalents.
Il restera quelques robots particuliers comme les drones ou des robots qui vont dans les tuyauteries, mais ce sera marginal. L'essentiel va être des robots humanoïdes parce que c'est la forme la plus pratique. Tu penses quoi de ce que dit Brian Johnson, qui est ce presque milliardaire américain qui essaie de rajeunir, qui boit le sang de ses enfants et qui mange des centaines de compléments? Je pense que c'est un connard. D'accord. Vouloir hâter la mort de la mort, moi qui suis l'auteur du livre La mort de la mort, je trouve ça plutôt rigolo et sympathique, mais je reproche 3 choses à Brian Johnson. D'abord, il ne vit pas. Il passe son temps à essayer de ne pas vieillir. Mais ça n'est pas une vie. Il ne fait rien de ses journées à part monitorer sa santé. Il est obsessionnel à un niveau qui m'effraie absolument. Comme les gens qui veulent devenir milliardaires et dont le seul objectif est d'avoir un jour $1 milliard de fortune, je trouve ça terrible. Courir après le pognon ou courir après la jeunesse au lieu de vivre, je trouve ça désolant et dramatique. D'autre part, moi je le trouve un petit peu curieux. Il monitore ses érections la nuit en les comparant aux érections de son fils. Je trouve ça limite incestueux. En plus, il se fait transfuser le sang de son jeune fils à lui. Je trouve que ça fait un petit peu vampire. Donc ce vampire obsessionnel incestueux, je le trouve très 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 bizarre. Je ne l'envie pas, je préfère vivre ma vie et passer sa vie à lutter contre les méfaits de l'âge. Je trouve ça absolument pathétique. Il faut vivre. C'est comme ces femmes âgées qui font un lifting tous les 18 mois au lieu d'accepter leur ride et qui, à la fin, de toute façon, sont complètement momifiées avec une immobilité du visage qui fait de la peine. C'est d'ailleurs pour ça que, personnellement, quand on me demande mon avis, je conseille aux gens de ne pas faire de lifting et de ne pas faire de chirurgie esthétique et de vivre heureux en assumant leur ride plutôt que d'être ridicule avec des visages boursouflés comme on voit chez tous les acteurs qui sont déjà à leur 10e lifting. Et tu penses quoi de sa conclusion qui est qu'au final, on peut ne pas mourir et qu'on pourra vivre à l'infini? Je pense que la mort va beaucoup reculer. Mais est-ce qu'on pourra vraiment la défier? Mais je pense que Johnson est en train de gâcher sa vie. C'est 2 choses différentes. Donc sa thèse, c'est qu'il veut survivre jusqu'au moment où on peut avoir la vie éternelle. J'ai bien compris, mais sa vie est une vie de merde. Oui, mais il n'aura plus besoin d'avoir une vie de merde au moment où on aura inventé les choses. Sa vie est une vie de merde. Et franchement, d'aller passer ses journées à comparer ses érections avec celles de son gamin, je trouve ça complètement débile. Ça me dégoûte profondément. Tu as des avis très tranchés. Quelles sont les convictions les plus fortes que tu as que la plupart des gens n'ont pas? Que les gens les plus intelligents et les plus innovants se débrouilleront mieux dans le futur face à l'IA, que l'école est une technologie dépassée qui est incapable d'aider nos enfants face à l'intelligence artificielle, qu'il faut modifier le jeu politique de manière à que les politiciens soient moins nulos en technologie et moins tournés vers le passé et vers des affaires de corne-cul à la con en ne s'occupant jamais des enjeux majeurs comme l'intelligence artificielle. Que l'immortalité va arriver. C'est une conviction que j'ai et qui est ancienne, même si je suis convaincu que moi, je vais mourir. Je ne suis pas du tout sûr que tu vas mourir. Je pense qu'il y a une probabilité assez forte que tu ne meurs pas, ou en tout cas que tu aies une espérance de vie très longue. Je pense qu'il y a plus de chances que tu vives 1000 ans que de chances que tu meurs à 95 ans. Surtout depuis que tu as arrêté de fumer. Voilà, c'est quelques-unes des convictions que j'ai défendues ces dernières années, mais des convictions hétérodoxes, j'en ai eu pas mal, comme le fait qu'il ne fallait pas apprendre à coder, dont on parlait tout à l'heure. Également le fait que la pollution est en chute libre depuis déjà plusieurs décennies. J'ai écrit plein de papiers là-dessus et je regrette que les gens ne regardent pas les chiffres et se contentent d'avaler le constat des écologistes. Tu penses que le réchauffement climatique, on non, va pas s'en préoccuper? Le réchauffement climatique, il est réel et il est très très majoritairement dû aux émissions de CO2. C'est d'ailleurs pour ça que je suis si favorable au nucléaire qui n'émet pas de CO2 et que je suis scandalisé que les écologistes aient supprimé toutes les centrales nucléaires allemandes et les aient remplacées par des centrales au charbon et des centrales à gaz. Ce que je trouve ignoble politiquement, moralement, pour l'avenir de la planète et de nos enfants. Tu as dit qu'on pouvait être immortel. Comment c'est possible? On va juste
pouvoir tout soigner, comment est-ce qu'on atteint Je pense qu'on va pouvoir soigner toutes les maladies dans les décennies qui viennent. Alors peut-être pas d'ici 2040, comme le patron de l'IA chez Google, Assabis, le dit. Et je pense que une super intelligence artificielle n'aura pas de difficulté à organiser le rétro-vieillissement, c'est-à-dire à rajeunir nos cellules. Je pense que ça n'est pas très compliqué technologiquement. Donc on prendrait une pilule et on deviendrait plus jeune. Je ne sais pas quel vecteur on utilisera, je ne sais pas si c'est sous forme d'injection, je ne sais pas si c'est sous forme de thérapie épigénétique ou d'utilisation des cellules souches, etc. Mais oui, j'ai la conviction que le vieillissement peut être inversé à relativement brève échéance, même si ma génération à moi n'en bénéficiera probablement pas. Mais je suis résigné à mourir. Et ça... Je préférerais vivre 1000 ans. Mais enfin bon, je vais pas me gâcher la vie comme Johnson à passer mon temps à bouffer des pilules inefficaces, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de traitement contre la mort. Il n'y a pas de traitement contre la connerie, mais il n'y a pas non plus de traitement contre la mort et le vieillissement, hélas. On va vers un monde où l'intelligence n'est plus dépendante des humains. On va vers un monde où on peut potentiellement vivre à l'infini. Est-ce qu'on va aussi vers un monde où on colonise la galaxie? Alors, ce sera sans moi. On m'a demandé si je voulais aller sur Mars un jour, lorsque Musk y aura installé une colonie. Et j'avais répondu, j'ai regardé le guide Michelin, il n'y a aucun bon restaurant sur Mars, donc je vais rester sur la Terre. Alors, au-delà de la boutade, moi, je resterai sur Terre parce que je suis très attaché au mode de vie qu'il y a sur Terre. Et puis, je ne veux pas abandonner les bons restaurants que je connais sur Terre. Et je suis très attaché à continuer à faire la tournée des restaurants étoilés Michelin dans le monde. Donc, je pense qu'on va coloniser la planète, un peu moins vite que Musk le pense. La planète, le cosmos, un peu moins vite que Musk l'envisage. Et moi, je vais rester sur Terre. Qu'est-ce que tu penses d'Elon Musk aujourd'hui ? Elon Musk était mon héros. Ça énervait beaucoup mes enfants, d'ailleurs, qui sont plus critiques que moi. J'aimais beaucoup Musk. Il disait des conneries par moments. Il n'était pas toujours empathique. Mais c'était, non pas un modèle, mais c'est un type que j'admirais profondément. Puis là, depuis qu'il est rentré dans ce monde du mensonge... Depuis qu'il a raconté des horreurs sur Zelensky, depuis qu'il encense Poutine, depuis qu'il a choisi les dictatures contre les pays démocratiques, depuis qu'il s'est mis dans le moule trumpiste du mensonge politique organisé, je suis écœuré. Je suis écœuré. Je suis profondément déçu. Alors mes enfants se moquent de moi. Ils me disent, on t'avait prévenu, on te l'avait bien dit. Oui, mes enfants avaient raison, je me suis trompé et en plus j'ai mis un peu de temps. À changer d'avis. Bon, il y avait des prémices, hein, avant même qu'ils deviennent politiquement sulfureux. Quand Musk a proposé littéralement sur Twitter un concours de mesures de taille de bit à Mark Zuckerberg pour départager leur désaccord technique sur l'avenir de l'IA, j'aurais dû commencer à me dire qu'il y avait un problème. Mais ça me semblait pas si grave que ça. Mais quand il a commencé à dire du mal de Zelensky et à réécrire la guerre russo-ukrainienne en reprenant le narratif du Kremlin, c'est vrai que là, j'ai fini par craquer. T'as une vraie opposition aujourd'hui, on le voit sur Internet, où, par exemple, par rapport à la guerre ou par rapport à des sujets de société, tu vas avoir des avis qui sont complètement différents. Et c'est des fois un peu dur de vérifier la source des informations. Comment est-ce que toi, tu arrives à avoir un avis critique sur des sujets comme ça? Quand j'ai le temps, moi, je retourne aux études scientifiques. C'est-à-dire que... par exemple, quand Raoult t'avait dit que l'hydroxychloroquine soignait le Covid, au début, j'ai eu un a priori plutôt favorable. Je me suis dit, c'est intéressant. Raoult était un microbiologiste un peu connu.
Et puis je suis allé voir les études. J'ai vu que les études de Raoult étaient bidouillées. 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 Il a bidouillé les études. Et j'ai creusé les études, j'ai regardé toutes les données et j'ai vu que Raoult avait menti. Alors l'opinion a mis beaucoup de temps, ce d'autant que l'ordre des médecins a mis très longtemps pour interdire Raoult d'exercer. Raoult est interdit d'exercer la médecine aujourd'hui, il n'a plus le droit de faire de la médecine, il n'a pas le droit de faire une ordonnance, il n'a pas le droit de voir un malade. Il a été interdit d'exercer. Mais il l'a été tardivement et l'opinion publique n'a pas été avertie. Parce que finalement, on n'a pas médiatisé l'interdiction d'exercer de Raoult, notamment pour charlatanisme et pour etc. Et donc l'opinion, qui ne pouvait pas rentrer dans les études scientifiques comme les gens comme moi, les biologistes ont pu faire, a été abusée. Beaucoup de Français pensaient que Raoult avait raison. Et donc oui, c'est difficile sur des sujets techniques, et le Covid, c'est un sujet très technique. Quand on n'a pas fait médecine, quand on n'a pas fait de biologie, quand on n'a pas fait de génétique, moi j'ai fait beaucoup de génétique, c'est compliqué de rentrer dans les études, dans la méthodologie des études, et de voir que Raoult avait menti. Mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres de la difficulté de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, surtout quand il y a des experts qui mentent. Parce que quand il y a des foufous qui disent un truc complètement con, la Terre est plate, on n'est jamais allé sur la Lune, etc., etc., l'armée américaine cache des aliens dans des bases secrètes dans l'Arizona, on regarde qui sort les conneries et on dit il est dingue, etc. Parmi ces foufous, il y en a même qui sortent d'hôpital psychiatrique, et donc on dit bon, ça doit être faux. La Terre ne doit pas être plate. Mais il y a quand même 10% des Français qui pensent que la Terre est plate, et plus chez les jeunes. 10%. C'est affreux. Donc, globalement, en regardant la source de l'information, on peut retrouver. Mais quand on a quelqu'un qui semble sérieux comme Raoult, qui part en cacahuète, et bien là, l'opinion se fait avoir. Je me dis, bah, quand même, c'est le professeur Raoult, hein. Voilà. Moi, je regrette qu'il ait fallu tant de temps pour l'interdire d'exercer la médecine, Raoult. Je le regrette. Je pense vraiment qu'il aurait dû être interdit d'exercer beaucoup plus tôt. Mais je ne critique pas l'ordre, hein. La justice ordinale est lente. Il est normal qu'on ne puisse pas, d'un coup, comme ça, de claquement de doigts, interdire d'exercer un médecin. C'est une sanction très grave. Donc, il faut instruire le dossier. Ça prend du temps. La justice de l'ordre des médecins est lente, comme la justice en général. Mais ça permet à des experts qui semblent sérieux, mais qui déconnent à plein tube, d'induire l'opinion complètement en erreur. Donc quand un dingue foufou dit la Terre est plate, c'est facile de savoir que c'est pas vrai. Quand c'est Raoult qui part en cacahuète, eh ben, les gens mettent longtemps à comprendre qu'il a menti. Tu as fondé Doctissimo il y a plusieurs dizaines d'années. Ça a été quand même un grand succès entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les plus grands apprentissages que tu as eus à travers tes aventures entrepreneuriales? Que quand tout va mal, de décider d'arrêter ou de continuer, c'est vachement dur. En 2000, j'ai perdu des dizaines de millions de francs les premières années, dont une grosse partie de mon propre pognon. Et personne ne croyait que la pub sur Internet puisse un jour marcher. Et les audiences étaient très très faibles, parce que le débit était très merdique, il n'y avait pas encore beaucoup d'ADSL. Et donc 2001, 2002, 2003, 1000 fois je me suis posé la question, mais t'as peut-être tort, faut peut-être arrêter. Ça, c'était ton premier business ou... Non, c'était pas mon premier business, mais c'était un moment où c'était très chaud, tu vois, à Doctissimo. C'était très très chaud parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'audience et les pertes étaient vraiment très importantes. J'ai décidé de continuer, mais ça a été très douloureux comme choix, tu vois. Et ça, là, j'ai appris à cette occasion que c'est très difficile de savoir s'il faut continuer ou s'il faut arrêter. Et c'est vachement dur, et c'est un moment de vérité. J'aurais pu avoir tort de continuer, mais j'ai continué, puis je suis arrivé très vite après à avoir 2 millions de visiteurs par jour, et donc la pub est rentrée avec des millions et des millions de bénéfices nets après impôt sur les sociétés très rapidement, et Lagardère m'a racheté pour 139 millions d'euros
rapidement avec une explosion de la rentabilité, une explosion de l'audience. Mais en 2002-2003, j'étais à 2 doigts d'arrêter, et j'aurais pu arrêter d'ailleurs, et finir sur un échec, et j'ai continué. Mais sur un autre business, j'aurais pu avoir tort de continuer, et donc il n'y a pas de règle. Entre continuer et pas continuer, il n'y a pas de règle. L'autre truc dans mes business que j'ai appris, c'est que de savoir si un pivot marche ou ne marche pas, c'est vachement compliqué. Avec mon ami Cédric Tournay, avec lequel on travaillait déjà à Doctissimo, on a créé en Californie une boîte qui faisait de l'adtech. Et on avait trouvé un business model sympa qui se développait super bien. Au bout de 3 ans, la courbe des revenus était super bien. C'était un bloqueur des ad-bloqueurs. C'était un beau business model. Et puis, les hackers ont trouvé le moyen de faire tomber les sites de nos clients quand on activait l'anti-bloqueur de pub. On a perdu tous les clients en quelques jours. Et donc, le chiffre d'affaires est tombé à 0, mais 0,0. Plus rien. Et Cédric Tournay, qui était le directeur général le patron de la boîte, patron opérationnel de la boîte, était désespéré, on ne savait pas quoi faire. Puis là, on a eu une idée qui est de partir sur la pub personnalisée à la télé. C'était explosif. Explosif. On a équipé très vite des dizaines de millions de téléviseurs Samsung. On équipait les plus grands réseaux de télé aux États-Unis, dans plein de pays. C'était explosif. Alors qu'on était quelques mois plus tôt, on était en plein désespoir, avec un chiffre d'affaires qui était nul, des perspectives nulles. On ne savait même pas quoi faire. On n'avait plus de business. C'est-à-dire que le business avait disparu, complètement disparu. Et puis, on a vendu très, très bien. On a vendu très, très bien en très peu de mois. Très, très peu de mois derrière la découverte de ce nouveau business. Et c'est vrai que c'est 2 cas importants quand on est dans le business. Quand est-ce qu'il faut continuer ou partir et pleurer? Quand est-ce qu'il faut pivoter? Sachant que le danger du pivot, c'est qu'on peut pivoter trop souvent. Je vois des boîtes qui changent de business model 3 fois dans la semaine, aussi souvent que Trump change les droits de douane. Et donc à la fin, il y a une espèce de vertige du pivot catastrophique. Donc voilà, c'est les deux trucs sur deux des boîtes que j'ai développées. C'est 2 trucs qui m'ont beaucoup marqué. Et je sais que c'est difficile de donner des conseils aux autres parce que chaque business model, chaque boîte est tellement différente que les seuls conseils que je peux donner, c'est que quand ça va mal, il faut pas se décourager. Il faut essayer. Il faut quand même pas mal travailler, mais il faut garder le sommeil. Il faut pas se rendre malade, parce que voilà. Faut pas trop picoler quand on déprime et que ça va pas bien. Il faut garder une vie personnelle, il faut s'occuper de ses enfants et du conjoint. Au-delà de ça, donner des conseils paternalistes serait abusif, compte tenu, comme je disais, des énormes différences entre chaque boîte et chaque business model. Tu as dit que tu avais lancé du coup une dizaine de boîtes. Sur quelle boîte est-ce que tu t'es le plus amusé et sur quelle boîte est-ce que tu as eu le plus gros succès d'un point de vue financier? Alors, il y a plusieurs où j'ai eu des succès corrects. Moi, j'ai jamais créé de licorne, hein. Je suis pas un créateur de licorne. J'ai jamais créé une boîte qui vaut 1 milliard. Mais des boîtes qui ont une valorisation, pas du milliard, mais correcte, j'en ai eu plusieurs. Je me suis beaucoup amusé sur Doctissimo. C'était rigolo parce que c'est la médecine, c'est mon univers. Et c'était une première mutation de la santé par le numérique. La deuxième, ça a été Doctolib. Et puis maintenant, la troisième, ça va être bien sûr l'intelligence artificielle. Mais donc, ça m'a beaucoup amusé. Et j'ai un peu regretté d'avoir vendu, mais je n'ai pas résisté au chèque d'Arnaud Lagardère. Donc du coup, suite à ces différents succès, tu t'es retrouvé avec pas mal d'argent. Du coup, tu as investi, j'imagine.
Comment est-ce qu'il faut investir maintenant? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, je ne donnerai pas de conseils et je ne pousserai pas les gens à suivre mes conseils que je ne leur donnerai pas. Alors, autre question, comment est-ce que toi, tu investis maintenant? J'investis beaucoup en tracker. Mes liquidités sont investies en tracker, en ETF. Les SICAV actions ont des coûts de gestion tellement forts qu'on peut que perdre du pognon. Donc, il faut acheter des indices sous la forme d'ETF. C'est le plus simple. C'est là où il y a les plus faibles frais de gestion. Et puis, il faut faire attention que les banques soient raisonnables parce qu'elles prennent parfois des frais de gestion indécents. Donc, il faut se méfier des banques qui font du private banking. J'ai une petite section en fin d'interview. Je vais te bombarder de questions un peu du tac au tac. Il faut que tu répondes de manière courte. Oui. Le meilleur conseil que tu as reçu? Vent. Le pire conseil que tu as reçu? Il n'y en a pas. La personne qui t'inspire le plus? C'était Musk. La personne que tu déconseilles le plus d'écouter? Les gourous complotistes. Le meilleur achat que tu as réalisé? Je suis pas matérialiste. Le pire achat? Je suis pas matérialiste. Ton livre préféré? 1984. Ton film préféré? L'affaire Thomas Crown. Tu peux en donner un deuxième? Et les Demoiselles de Rochefort. C'est mon côté fleur bleue. Ton youtubeur préféré? Toi. Merci. Le meilleur moment de ta carrière? Il y en a eu plein. Et j'ai eu beaucoup de joie dans mon activité médicale. Le moment le plus difficile? Les cas médicaux désespérés. Le message que tu as envie de passer aux personnes qui nous regardent et qui ont regardé cette vidéo en entier? Le futur va être dingue. Il va être bordélique, il va beaucoup bousculer, mais il y a des millions d'opportunités. N'écoutez pas les écologistes, les apocalyptiques, les cons. Foncez, foncez, foncez. Vivez votre vie. Faites des bébés. Faites plein de choses. Vivez une vie intense. Et colonisez le futur. Et pour les personnes qui ont apprécié cette interview et qui ont plus envie d'entendre de toi, tu les conseilles d'aller où? Un livre, quelque chose? De lire mes derniers bouquins, ça résume le mieux ma vision du futur. Et sur les réseaux sociaux? Ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, sur Twitter et un petit peu sur Insta où il y a pas mal de mes discours, de mes conférences. Eh bien, c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci de ton invitation. On mettra les liens dans la description pour ton livre et tes réseaux. Et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi. Allez, ciao.